Bonsoir, bienvenue dans Coup de projecteur. Ce soir, nous sommes bien à la fonction publique, à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration. Comme pour l'indiquer, nous avons M. Sekou Kourma, il est le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. M. Kourma, bonsoir. Bonsoir, M. Isidore. Deuxième invité ce soir, mesdames, messieurs, c'est bien M. Amara Kamara. Il est le coordinateur général du PREMA. PREMA, attendez, Programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir, M. Isidore. Merci d'être venu dans Coup de projecteur, Monsieur le ministre, Monsieur Kamara. Alors, il y a un peu longtemps que la machine de la réforme de l'administration marche. Donc, la machine est en marche il y a quelques années. Aujourd'hui, vous avez certainement fait du chemin, Monsieur le ministre. Avec vous, on va commencer par suivre un reportage de Baba Kouyaté qui plante le décor des réformes. Suivant. À la fonction publique, on s'est attelé au recensement et l'identification biométrique des fonctionnaires aux contracteurs permanents de l'État. Au départ, plus de 105 000 fonctionnaires identifiés sur le fichier solde devraient se faire enrôler. À l'arrivée, 92 000 fonctionnaires ont été enrôlés. De nos jours, plus de 12 000 agents fictifs sont identifiés. Après la consignation de leur salaire, les résultats sont éloquents. Ces 4 derniers mois, 6 à 7 milliards de francs guinéens ont été bloqués chaque mois, soit plus de 20 milliards de francs guinéens reversés dans les caisses de l'État. Avec les mesures de consolidation annoncées par les spécialistes, le nombre d'abandons de postes pourrait augmenter. Avec le croisement du fichier de l'identification biométrique et d'autres fichiers périphériques, notamment celui de la Caisse nationale de sécurité sociale par exemple, le résultat révèle que 254 agents émergent à la fois dans le secteur public et privé. Les mesures comme le pointage physique des fonctionnaires a été lancé. Le projet Rajeunir et féminiser l'administration est l'une des priorités dans la feuille de route du ministère de la fonction publique. Malgré la volonté politique affichée, le projet tarde à se réaliser au niveau de l'administration centrale. Depuis 2012, 1200 jeunes cadres de moins de 40 ans ont bénéficié de ce projet ambitieux. L'Université Sciences Politiques de Bordeaux de France, qui assure la formation, a certifié 482 jeunes cadres. Parmi eux, seulement une soixantaine a été valorisée à travers leur nomination à des postes de responsabilité. Un défi que le Centre de perfectionnement administratif cherche à relever. 2014 a été aussi une année de partage de programmes de plans de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. C'est là à travers les différentes rencontres avec les acteurs impliqués. Les lois L029 et L028 qui résistent le mode de fonctionnement de l'administration et le statut général des fonctionnaires ont été réactualisés. Ainsi, 20 formateurs vacataires recrutés au compte de l'École nationale d'administration ont suivi des cours dans les filières de l'administration publique du Québec au Canada. En 2015, si les moyens financiers existent, la réforme de l'État pourrait donner des résultats palpables. Une fois encore, bienvenue dans Coup de projecteur. Retour sur ce plateau, Monsieur le ministre, on va commencer par vous. Depuis un certain moment, la machine est en marche. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Qu'est-ce qu'on peut retenir des réformes entreprises par votre département? Il faut rappeler que depuis en 2011, le Haut Commissariat a été mis en place par Monsieur le Président de la République avec la mission de promouvoir, n'est-ce pas, les réformes dans le pays pour booster le développement. Et la première étape donc a été de procéder à un diagnostic global du fonctionnement de l'État et de son administration. Suite à ce diagnostic, il en a résulté un cadre stratégique, un document de cadre stratégique de réforme de l'État et de modernisation de l'administration, avec la définition des axes stratégiques. 4 axes stratégiques ont été définis. Il y a le développement institutionnel et la réorganisation de l'administration. Ensuite, la réforme de la fonction publique, la gouvernance économique et financière et la gouvernance territoriale et la décentralisation. En 2012, nous avons mis en place le programme
de réforme de l'État et de modernisation de l'administration suite à l'atelier gouvernemental qui a eu lieu à Kenya, et un plan d'action chiffré a été élaboré. Alors, monsieur le coordinateur, PRIMA, c'est quoi et aujourd'hui, quelles sont les grandes lignes? Voilà, bien, merci monsieur Isidore. Donc, en fait, pour continuer dans le même sens, le PRIMA, donc c'est ce fameux document, ce plan d'action prioritaire adossé donc à des chiffres, chiffrés et qui indique les acteurs qui sont impliqués dans chaque action de la réforme qui a été en fait élaboré. Donc ce document, c'est celui qui permet en fait de dire pratiquement dans chacun des compartiments de la réforme ce que nous devons faire. Maintenant le PRIMA, donc il y a une institution qui est le PRIMA qui s'appelle donc le programme de réforme de l'État et de certaines administrations, qui est chargé de mettre en place le contenu de ce document. Qui met en place le contenu de ce document, et avec la réforme, ce qui a retenu un peu l'attention du commun des Guinéens, c'est bien le recensement biométrique, qui aujourd'hui a fait du chemin, mais qui laisse quelque part à désirer, monsieur le ministre. Oui, c'est vrai que le recensement biométrique a été l'une des actions phares, n'est-ce pas, du processus de réforme en cours. Et il fallait bien en arriver à ça parce que nous avons assisté durant des décennies à la manipulation frauduleuse des fichiers de la fonction publique, et les effectifs se sont multipliés par 2, de 50 000 dans les années 2000, on est venu à plus de 100 000 en moins de 10 ans, et il y a eu également énormément de fictifs qu'on a introduits dans le système. Donc il fallait bien arrêter cette hémorragie en procédant à l'assainissement des fichiers et au recensement biométrique des fonctionnaires. Ce recensement a connu 3 étapes et il a commencé en janvier. D'abord par le recensement des fonctionnaires. Il s'agissait en fait de distribuer les fiches de recensement à l'ensemble des fonctionnaires en activité. Pendant 3 mois, les fonctionnaires ont eu l'opportunité de remplir correctement ces fichiers-là. Et ces fichiers ont fait l'objet de centralisation au niveau de la fonction publique pour être traités. Dans ce traitement, on a dégagé encore beaucoup d'anomalies dans les fiches renseignées. Il a fallu encore renvoyer plus des centaines de fiches aux différents services pour être renouvelés de nouveau. Et la deuxième étape a consisté à l'enrôlement proprement dit des fonctionnaires. Cette mission a consisté au déploiement, n'est-ce pas, des équipes de travail sur le terrain pour aller identifier formellement les fonctionnaires en activité, prendre les photos et les empreintes digitales et les signatures. Alors, au bout du compte, on a pu recenser 92 000 et quelques agents pendant ce processus. Et encore, on a encore lancé une opération de rattrapage pour tous ceux des fonctionnaires qui s'étaient en retard ou qui avaient des anomalies sur leurs fiches. Cette opération a eu lieu au mois d'août et le mois de septembre, nous avons bloqué systématiquement les salaires de tous les fonctionnaires non recensés. Alors justement, c'est à partir de là qu'il y a des grincements dedans à l'intérieur du pays. Mais est-ce que, monsieur le coordinateur général du PRIMA, ceux qui ont été recensés et qui après n'ont pas accès à leur salaire parce que simplement il y a des cas de fraude, qu'en est-il de leur situation aujourd'hui? Bien, comme l'a dit monsieur le ministre, il y a une commission en fait qui a été mise en place spécialement pour examiner les cas par cas. Et dans l'intérieur de cette commission, il y avait bien sûr les syndicats qui étaient représentés. Et tous les cas, pratiquement sur 4000 cas, je crois, il y avait 4000 cas de personnes dont les dossiers avaient été numérisés, mais qui n'ont pas fait l'objet d'enrôlement, qui pouvaient se manifester. Donc il y a une enquête qui a été faite et à peu près, je crois que sur les 4000, il y a 1800 réellement, ou plus de 1800, 1900 qui se sont présentés. Et ceux-là, effectivement, ont fait l'objet pratiquement, je dirais, d'une affectation de dossier sur les 4000. Donc ça veut dire que la porte n'est pas fermée, donc elle a été ouverte pendant très longtemps. Et que en fait les personnes qui sont présentées et qui étaient dans une situation régulière ont pu voir effectivement leur situation à régler. Là, je ne fais pas l'avocat du diable, mais je crois que sur la question, on accuse la fonction publique d'être souvent
exigeant sur d'autres cas et moins exigeant sur d'autres cas. On parle de 2 poids 2 mesures, parce que quand c'est des gens qui ont les bras longs, je crois que là, ils sont systématiquement enrôlés et puis la situation est vue à la loupe, mais que ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui n'ont pas de proches vers la ville, vers la capitale, ont des situations un peu délicates. Monsieur le ministre. Bon, je m'inscris en faux contre cette affirmation. Elle n'a aucun fondement. Nous travaillons sur la base de l'objectivité lorsque les dossiers sont réguliers et la raison pour laquelle l'agent n'a pas été recensé, si les raisons sont fondées, justifiées avec des documents à l'appui, mais là, nous ne tardons pas à régulariser la situation. Mais comment voulez-vous que des fonctionnaires, par exemple près de 1021 agents qui travaillent à la fois dans le privé et dans le public, comment on peut faire des concessions en faveur de tel agent? Comment voulez-vous que des milliers de fonctionnaires qui sont morts, mais on continue à prendre les salaires et les gens, on recycle leur numéro matricule, les morts là, on attribue leur numéro matricule à des vivants. Alors au contrôle, ils viennent et quand le contrôle est approfondi, on se rend compte que la personne en question, ce n'est pas celle qui s'est présentée, mais l'intéressé est bel et bien mort. Donc il y a tous les cas de figure. Il y a des fonctionnaires qui ont été retraités, qui reviennent à la fonction publique, qui prennent à la fois le salaire de fonctionnaire et la pension. Mais également des fonctionnaires qui sont à l'étranger, qui recevaient leur salaire ici. Ces salaires-là étaient repartis entre l'agent en abandon de poste, mais également les gestionnaires des ressources humaines et les chefs de service qui étaient leurs complices. Donc là, le plus souvent, ce qui nous crée un peu quelques difficultés, c'est le cas de l'éducation. Parce que très souvent, l'éducation nous communique des dossiers des agents déclarés en abandon de poste. On suspend les salaires et quelques mois après, la même éducation, le même service de l'éducation nous écrit que tel était en abandon de poste. Maintenant, ils ont repris le service, ils envoient les certificats de prix de service, même comment on appelle ça, les cahiers de préparation pour prouver que les intéressés sont bien revenus. Alors là, le plus souvent, nous revenons sur certains de ces cas, sachant bien que l'éducation est en crise de personnel. Alors si on nous parle de 2 poids 2 mesures, c'est peut-être à ce niveau, mais sinon on ne fait pas de concession. Monsieur le coordinateur général, par rapport à la question, comment vous gérez toute cette diversité de questions avec l'éducation, mais aussi avec ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui n'ont pas de parents forcément à Conakry? Tout à fait. Moi, je crois que, en fait, là, l'exemple le plus significatif, c'est le fait que l'on ait associé un peu toutes les parties prenantes. Pour donc, justement éviter... Voilà. Les portes sont ouvertes et oui, que toute personne qui se sent un peu lésée dans la pratique peut venir et taper à la porte. Et dans la commission, il n'y a pas que la fonction publique. Je crois que c'est ça l'élément significatif qui prouve qu'en fait cette assertion n'est pas vraie. Puisqu'à l'intérieur de cette commission qui examine ces dossiers, vous avez les syndicats. Donc à partir du moment où les syndicats sont là, et on vous dit toutes les personnes qui se sentent lésées quelque part ou qui sont victimes de l'ostracisme peuvent se présenter, faire examiner leur dossier. Et en fait, c'est cette commission qui examine et qui statue. Donc à partir de là, je crois que franchement, là, il n'y a pas de débat. Alors, les portes sont grandement ouvertes aux citoyens et rapidement avec vous, on va suivre ce que pensent les citoyens guinéens de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration publique. Suivons ce micro-trottoir de Baba Kouyaté. Je ne peux qu'encourager le gouvernement, mais les mesures d'accompagnement, bien sûr. Et il faut vraiment motiver le fonctionnaire guinéen. Le Guinéen a le courage, mais la motivation manque. Actuellement, notre administration ou alors la fonction publique, il y a, je ne dirais pas que c'est une pagaille organisée, mais il y a des gens qui se font travailleurs,
qui prennent le salaire au détriment des jeunes qui sont déjà en chômage. Donc si le système de biométrage, de présence physique et de pointage électronique sont instaurés au niveau de l'administration, moi je trouve que la procédure est bonne. Parce que là déjà... Ce changement qui a été amorcé par le ministère de la fonction publique, ça a beaucoup eu d'impact en ce qui concerne les caisses de l'État, parce qu'il y a beaucoup, on a remarqué qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui prenaient le salaire mais qui n'existaient pas réellement. Mais ce qu'il faut savoir aussi, il ne suffit pas seulement d'engager des processus, mais il faut aussi qu'il y ait des retombées sur la vie, sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Le gouvernement doit penser réellement à rehausser le niveau de vie de ces travailleurs, quoi. C'est une bonne chose, le gouvernement a initié, mais il faut que ce soit des actions pérennes, que ce soit continuel. Et en ce moment, ça va améliorer le cadre de vie des fonctionnaires et puis le système de réforme pour la bonne gouvernance sera en bonne marche. Mais ce qu'il faut surtout, il faut des moyens suffisants pour le fonctionnaire. Le fonctionnaire, c'est le fonctionnement. Si les fonctionnaires n'ont pas de budget, les directions n'ont pas de budget de fonctionnement, ça ne peut pas marcher. Alors, retour sur ce plateau. Pour être plus précis, monsieur le ministre, quels sont les points concrets de la réforme aujourd'hui à ce niveau? On a vu le recensement biométrique, on a vu le fichier, on a vu je dois dire que tous les ministères sont engagés dans le processus de réforme. Et au niveau du ministère de la fonction publique, la réforme de l'État de modernisation, on a aujourd'hui en cours plus d'une dizaine d'actions de réforme en cours. Il s'agit principalement d'abord le projet de rationalisation des missions, des structures et des compétences à travers l'audit organisationnel et institutionnel des ministères. On va rationaliser petit à petit l'ensemble des structures pour éliminer les chevauchements et les conflits d'attribution. Cette opération a commencé avec le cabinet UMI qui a été recruté par la Banque mondiale et qui travaille avec la coordination du PREMA. Déjà, le programme, la structure même de la coordination du PREMA est aujourd'hui complètement rationalisée. Et ça s'étend maintenant aux structures de la fonction publique pour qu'il y ait aussi de la rationalisation et dans la mission, et dans les structures, et dans les emplois. Ensuite, le deuxième projet que nous menons, vous l'avez dit, c'est l'assainissement des fichiers et le recensement biométrique, qui va s'étendre maintenant au fichier des contractuels temporaires et le fichier des pensionnaires, des fonctionnaires en retraite. Il y a aussi le projet à rajeunir et féminiser l'administration, qui est aussi l'un des projets importants que nous menons. Et également le projet d'école nationale d'administration, qui est un programme phare du quinquennat de Monsieur le Président de la République. Et dans le cadre de la modernisation de l'administration, vous avez également le projet de promotion de la gouvernance électronique à travers le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense, vont disposer d'une bibliothèque virtuelle parce que tous leurs documents vont être numérisés, les documents officiels, en vue de leur sécurisation. Mais ce que je veux dire, c'est que l'année 2015 va être l'année des fonctionnaires. Monsieur le Président de la République a le souci fondamental d'améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Et à ce titre, deux importantes institutions ont été créées pour assurer la protection sociale des fonctionnaires en vue de les mettre à l'abri du dénouement économique et social. Il s'agit de la Caisse de prévoyance sociale pour l'ensemble des agents de l'État et l'Institut d'assurance maladie obligatoire. Ce qui veut dire que plus que l'augmentation des salaires, c'est une véritable révolution, puisque depuis 50 ans, aucun fonctionnaire n'a bénéficié des mesures de protection sociale.
ni les fonctionnaires, ni les femmes. Donc, à ce titre, donc, les maladies professionnelles, comme les maladies non professionnelles, les accidents de travail, tous les risques professionnels vont être pris en charge et le fonctionnaire désormais et les membres de sa famille seront pris en charge. Donc moi je vais poser rapidement une question parenthèse, oui. Parce que je suis journaliste de profession et puis le pointage, le fichier de pointage est passé par chez nous. Aujourd'hui vous avez des machines pointeuses. Je ne sais pas comment ça va se faire avec nous les journalistes, comme d'autres corporations aussi qui travaillent de nuit et de jour et qui sont souvent mobiles. Voilà encore un autre élément qui vient à renforcer les résultats, consolider les résultats de l'opération de recensement biométrique. Aujourd'hui, la Banque mondiale, dans le cadre du projet de recensement biométrique, a bien voulu nous accompagner pour doter l'administration publique guinéenne de pointeuses électroniques, parce que vous vous rappelez, en septembre, nous avons mis au point dans tous les ministères le système de pointage dans les registres, les contrôles physiques. Maintenant, ce contrôle physique va être supplié progressivement par le contrôle électronique. Le contrôle physique, comment ça n'a pas donné de résultats là? C'est un début. On ne va pas tout de suite gagner le beurre et l'argent du pain, c'est un investissement. Alors, donc, c'est un processus. Et dans 4 ministères sont déjà dotés de pointeuses électroniques. Ça veut dire qu'à la fin du mois, on saura au ministère de la Coopération, au ministère des Finances, à la fonction publique, au ministère délégué au budget, le nombre de fonctionnaires qui se présentent régulièrement tous les jours à l'arrivée et au départ et qui se sont fait pointer. Revenons aux journalistes. Comment ça va se faire? Nous qui vous accompagnons toujours, nous sommes en mission pour aller parce que le ministre de la fonction publique va à zéro il faut que Baba Kouyaté l'accompagne. Comment ça se fait là? Bon, oui, c'est vrai qu'il faut savoir gérer la mobilité. C'est la mobilité professionnelle. Vous n'êtes pas des hommes de bureau, vous êtes des hommes de terrain. Alors, nous sommes en train de mettre au point avec l'inspection générale de l'administration publique un mécanisme de contrôle des présences des fonctionnaires qui connaissent une certaine mobilité, comme vous, comme aussi les agents de la police et comme certaines autres catégories, n'est-ce pas, de fonctionnaires. Donc, au cas par cas, nous allons adapter le contrôle électronique au système de mobilité des fonctionnaires. On va parler avec le coordinateur général du PREMA des moyens, parce qu'on parle de moyens colossaux investis dans la réforme, avec au finish peu de résultats. Comment ça fonctionne le financement? Et est-ce qu'on peut aujourd'hui évaluer les fonds engloutis dans la réforme? Bien, merci M. Didier. Bon, ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'en ce qui concerne les phases essentielles de la réforme en Guinée aujourd'hui, nous sommes dans une phase qu'on appelle la phase de structuration. La phase de structuration, d'organisation, comme l'a dit son Excellence M. le ministre, c'est une phase qui fait appel à de la prestation intellectuelle. Donc de façon raisonnable, même on a décidé de restructurer pratiquement l'ensemble des ministères, en fait pour que les missions soient bien en phase avec les politiques publiques qui sont décidées beaucoup plus haut, pour qu'elles soient en cohérence. Ensuite, rationaliser par rapport donc, à ces missions des structures, mettre les effectifs adéquats et appropriés qu'il faut en face, définir les bons profils, ensuite faire les allocations de ressources judicieuses. Ça c'est fondamental, c'est un peu la chaîne d'adéquation. Donc par rapport à ça, on peut dire qu'effectivement c'est l'une des phases qui coûte les moins cher dans les principes en fait, de structuration et de réforme. Ce qui coûte beaucoup dans les réformes généralement, c'est quand ce sont des réformes qui font appel à ce qu'on peut appeler donc, des équipements. La logistique, là ça coûte extrêmement cher. Pour vous donner une idée, le projet sur lequel la Banque mondiale nous soutient et qui comprend pas mal d'autres choses en dehors de la restructuration et de l'organisation des entités, coûte $1 million. Le projet ENA, qui est un des projets par exemple qui va faire appel, lui, à l'infrastructure, est évalué à peu près à $40 millions. Parce que vous avez bien peu l'échelle. Donc en fait, quand on dit qu'il y a beaucoup de fonds qui ont été engloutis, en cette phase-ci de la réforme en Guinée, les réformes n'engloutissent pas des sommes astronomiques. Parce qu'en fait, pour l'instant, ce sont des opérations soit concernant l'édification du socle, des lois qui font qu'en fait, on peut structurer l'environnement de façon appropriée, notamment c'est par les fameuses lois, la loi 029 qui permet de créer les structures du secteur public, de voir vérifier leur fonctionnement et de les contrôler.
Donc on travaille surtout sur le socle. Ensuite, on restructure à un deuxième niveau pour qu'effectivement les organisations soient en adéquation avec les missions. Et puis au-dessus de ça, maintenant, on a d'autres aspects, la gouvernance administrative, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le ministre. Mais aujourd'hui, avec ce qui a été déjà fait, parce que la Banque mondiale vous a accompagné, le gouvernement guinéen qui a investi des fonds, à combien s'élèvent ces fonds et qu'est-ce qu'on peut dire concrètement pour que le téléspectateur sache combien vous allez utiliser et comment vous allez utiliser? Sur le projet de biométrie, je pense que monsieur le ministre le précisera, on est autour de 2 millions, peut-être 2 millions, 2 millions et demi, 2 millions 300 000 dollars. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est des sommes astronomiques. Vu effectivement au niveau projet, tout ce que ça a mobilisé, les déplacements à l'intérieur du pays et les équipements, bien sûr, et les personnes, les ressources qui sont venues, le cabinet et tout. Donc là, on voit que en fait, l'échelle, elle n'est pas aussi conséquente sur ça, ce que je vous disais tout à l'heure. Parce donc, qu'en fait, le ministre, vous justifiez les fonds en outil déjà par des réformes proprement dites et que ces fonds, ce ne sont pas comme pensent les téléspectateurs ou bien les gens qui pensent que vous avez utilisé autrement les fonds et que c'est des fonds qui sont en outil pour rien. Peut-être c'est pour l'esprit, pour les esprits non avertis, ils peuvent le penser comme ça. Mais en fait, les réformes, au départ, c'est des prestations intellectuelles. C'est pas comme les actions de construction des routes, ou bien faire des bâtiments comme on voit là avec les hôtels qui surgissent de partout. C'est pas comme le ministère de l'énergie et de l'hydraulique, où on voit visiblement, n'est-ce pas, les services faits, mais les réformes, c'est d'abord des actions de prestations intellectuelles dont les fruits se font sentir à long terme et qui se reflètent dans la qualité des prestations de services. Mais pour la jeune génération, on pensait que quand on dit réforme de l'État et modernisation de l'administration, il y aurait un plan de carrière pour la jeune génération, quelqu'un qui vient déjà planton dans un service et qui va grimper les paliers pour être au sommet. Mais aujourd'hui, on ne voit rien de tout ça. Je sais pas. Oui, parce qu'il faut d'abord mettre la base. Et la base, c'est d'abord disposer d'un fichier assaini et promouvoir, n'est-ce pas, la gestion électronique des documents, mettre en place les outils modernes de gestion des ressources humaines. Maintenant, à partir, n'est-ce pas, de ce que nous avons mis au point, c'est-à-dire que nous avons réussi à mettre en place, à créer une plateforme de gestion des ressources humaines qui harmonise, intègre désormais la gestion des salaires et la gestion de la situation administrative des fonctionnaires. Donc nous avons désormais un fichier unique de référence en termes de gestion des ressources humaines. Que ce soit les salaires ou la carrière des fonctionnaires, c'est le même fichier qui est désormais harmonisé, c'est intégré et c'est sécurisé. Et c'est à partir de là que nous allons élaborer un plan de carrière. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a été créé au sein du département une direction nationale de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Donc à travers ce nouvel outil de gestion, nous sommes à même dans les années qui suivent de mettre en place des plans de carrière pour l'ensemble des fonctionnaires. Donc en termes de fonds, les montants déjà utilisés ou bien les fonds déjà décaissés pour tout ce qui a été déjà fait avoisinent les 2 300 000 dollars pour le recensement biométrique. Aujourd'hui, quels sont ceux qui profilent à l'horizon? Parce que récemment, on vous a vu à l'hôtel Riviera, c'était un séminaire, un atelier qui fait un peu le bilan mi-parcours de tout ce qui est fait comme réforme et pour harmoniser la réforme dans les différents services, parce qu'on a comme l'impression que la réforme, ça s'est fait de façon pêle-mêle. Quels ont été les résultats, les conclusions de cette rencontre? Bien, et je crois que cet atelier sur l'état des réformes en Guinée est venu en bon escient, parce qu'il se passe que chaque ministère fait sa réforme. Chose qui n'est pas normale. Ce n'est pas normal, mais c'était un début. C'était un début et les réformes étaient nécessaires, c'était indispensable
il fallait changer l'ordre des choses. Maintenant qu'on arrive à ce... Le ministère de la fonction publique, et la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Donc, tous les services, tous les départements ministériels devraient vous rejoindre dans la mise en place de ces réformes-là. Justement, c'est à travers cet atelier sur l'état des réformes qu'on est en train de mettre en place d'abord un cadre de pilotage de l'ensemble de ces réformes pour que ces réformes-là soient d'abord harmonisées, mises en cohérence, ensuite intégrées. Et avec les résultats de cet atelier, nous ont fait identifier 21 actions de réforme en cours dans les différents ministères. Et ce n'est pas exhaustif parce que tous les ministères, ce n'est pas tous les ministères qui ont présenté leurs actions de réforme. Alors, il y a des ministères qui n'avaient pas, certainement, qui n'étaient pas préparés à se présenter à l'exercice. Mais aujourd'hui, nous avons une cartographie des réformes et formellement identifié 21 actions de réforme. Alors, il va falloir maintenant créer un cadre de pilotage de l'ensemble de ces réformes pour développer l'intersectorialité. Parce que jusqu'à maintenant, chaque département a évolué en vase clos, de façon isolée, alors que vous pouvez prendre un domaine, il y a 2, 3, 4 départements, voire même 5 départements peuvent travailler sur un même domaine. Alors, mais ils ne se parlent pas entre eux, ils ne communiquent pas entre eux. Donc nous avons identifié ces différents points d'articulation entre les actions de réforme et donc on va mettre en place des structures de pilotage au niveau macro jusqu'au niveau micro pour développer, n'est-ce pas, l'intersectorialité. Mais il se trouve que la loi, je dirais, la loi qui régit la mise en place des structures dans les départements, cette loi semble être rétrograde aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oui, vous avez raison. Et tout dernièrement, je crois, nous avons réuni encore l'ensemble des acteurs majeurs de la réforme pour faire une relecture de la loi 029 qui porte sur la création, l'organisation, le fonctionnement, le contrôle des services publics. Alors tout part de là, c'est la base juridique du fonctionnement de notre administration. Mais il se trouve aujourd'hui que ce texte est quelque peu décalé par rapport aux réalités contextuelles, par rapport à l'environnement international même. Alors nous avons procédé donc à une relecture de cette loi et aujourd'hui une commission interministérielle est mise en place pour procéder à sa révision. Donc la commission travaille de plein pied, c'est une commission interministérielle pour mettre au goût du jour cette importante loi. Alors monsieur le coordinateur général, pour finir, combien de temps il vous faut pour la réalisation de vos objectifs de réforme de l'État et de modernisation de l'administration et quelles sont les perspectives d'ici à l'horizon 2020? On peut dire aujourd'hui que sur la première phase donc, de cette génération de réformes, c'est à peu près quelque chose qui va se dérouler sur 3 ans. Le planning prévisionnel aujourd'hui des réformes, c'est sur 3 ans. Et sur ces 3 ans-là, ce qui va être mis en place, en fait, c'est pratiquement ces 3 premières étapes qui sont donc en fait les lois de base qu'on va réviser pour permettre de structurer mieux les entités. Et deuxièmement, ce qu'on va mettre au-dessus de ça, c'est tout ce qui concerne donc la gestion des ressources que l'on a, la gestion des ressources humaines, ça c'est fondamental après les lois. Ensuite, la réorganisation des entités pour qu'effectivement elles soient bien en phase avec les missions. Et sous cette partie-là, et puis la gouvernance administrative. Je crois qu'on n'en a pas parlé, la gouvernance administrative, parce que si on prend la vision du modèle de réforme de la Guinée, en fait la vision c'est une administration de développement au service des usagers. Voilà, je crois que c'est très important. Le développement, ça veut dire que c'est suffisamment bien structuré pour accompagner la mise en œuvre des décisions stratégiques qui sont initiées par les dirigeants et ensuite pour accompagner les programmes et les projets. Donc l'environnement doit être bien structuré, elle doit être efficace pour pouvoir le mettre en place, pour faire aboutir ces programmes, projets et décisions stratégiques. Premier aspect donc, de la vision. Le deuxième aspect de la vision, donc, c'est rendre les meilleurs services à l'usager où qu'il soit.
Et là, effectivement, c'est tout ce qui est en rapport avec ce qu'on appelle la gouvernance administrative. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut le rappeler, c'est qu'il y a beaucoup d'insuffisances, de lacunes de l'administration qui vont être corrigées. Toutes les pratiques frauduleuses dont on parle, les actes qui sont uniques, qui sont photocopiés, qui sont dupliqués, la mutation d'informations, la bureaucratie, tout cela va être effectivement changé par ce qu'on appelle les nouvelles approches de gouvernance administrative. On est en train et on a déjà construit une plateforme complète. Cette plateforme va permettre, par exemple, juste de suivre, de contrôler tout le processus de validation de tous les actes. Donc, toute personne dans la structure qui a à délivrer un acte, forcément devra s'y plier et automatiquement, je dirais, les personnes les plus avisées qui doivent prendre une décision seront averties à chaque acte. Voilà, donc ça c'est le suivi des courriers également pour répondre carrément à l'usager et pour effectivement prendre en compte ses préoccupations. On saura qui bloque quel courrier à quel niveau parce que là, pratiquement tous les courriers qui sont engagés dans le circuit seront suivis. On saura qui a le courrier et lorsqu'un certain délai, le nombre de délais sera dépassé, on saura effectivement qu'il y a un blocage, il y a une rétention, il y a corruption, tout ce que vous voulez. Donc le PREMA a une vision jusqu'au boutiste. Absolument. Et donc ça c'est la gouvernance administrative, il y a l'introduction des technologies, il y a le perfectionnement de la formation, il y a, comme l'a dit tout à l'heure son excellence, la déconcentration, la décentralisation pour amener en fait les services là où sont aujourd'hui les usagers. Et ça aussi également, c'est par le biais de ces nouvelles technologies. Donc l'approche aujourd'hui, pour terminer là, l'approche stratégique aujourd'hui des nouvelles technologies, c'est quoi? C'est utiliser les nouvelles technologies pour lutter farouchement contre ces pratiques frauduleuses. C'est l'un des moyens privilégiés utilisés par les réformes dans le monde entier, c'est l'utilisation de nouvelles technologies. Et c'est pour ça que vous avez vu la biométrie, c'est pas un hasard. C'est pour ça que vous avez vu les pointeuses électroniques, c'est pas un hasard. Et c'est pour ça également que vous verrez ces fameuses plateformes qui vont pouvoir permettre de suivre tous ces processus et de contrôler l'ensemble pour qu'en fait, personne ne puisse commettre ces actes. Alors, monsieur le ministre, on va finir avec vous. Vous êtes le ministre de la fonction publique. Aujourd'hui, dans les couloirs de l'administration guinéenne, on vous appelle monsieur Réforme. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous d'ici 2020 et qu'est-ce que concrètement vous comptez apporter à la réforme en Guinée? Parce qu'aujourd'hui, c'est le nom qu'on vous prête d'ailleurs, mais concrètement, le message fort, c'est quoi, monsieur le ministre? Pour arriver, pour que votre rêve soit une réalité. Alors, je dois dire que il y a de bonnes perspectives, n'est-ce pas, en matière de réforme, parce qu'il s'agit d'abord de poursuivre, d'amplifier et de consolider, n'est-ce pas, les réformes déjà engagées. Je veux parler de l'assainissement des fichiers, qui va se poursuivre avec les fichiers des contractuels. Et ensuite, l'un des projets phares de l'année, ça va être le projet ENA, le projet d'École nationale d'administration. Qu'on ne se leurre pas, tant qu'on n'aura pas réussi à professionnaliser notre administration pour en faire un levier de développement, nous connaîtrons toujours, n'est-ce pas, ce raté dans notre développement. Une administration au service du développement. Au service du développement. Et d'ailleurs, je suis heureux de recevoir aujourd'hui et de connaître aujourd'hui que nous avons engagé des discussions avec l'École nationale d'administration de France, l'École nationale d'administration publique de Québec, et avec lesquelles nous avons élaboré un protocole d'accord pour accompagner la jeune École nationale d'administration de Guinée dans son évolution. Ce protocole d'accord vient d'être signé, on nous a envoyé aujourd'hui, et l'ENA de Guinée va être une ENA de référence dans la sous-région, parce que pendant 2-3 ans, nous allons être accompagnés par 2 grandes institutions de formation en administration publique qui connaissent la plus grande célébrité. Et ensuite, l'autre projet phare, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Je l'ai dit, Monsieur le Président de la République a au cœur, n'est-ce pas, de ces réformes, la création de la caisse de prévoyance sociale, l'Institut d'assurance maladie obligatoire pour mettre à l'abri les fonctionnaires et leurs familles, à l'abri du dénuement économique et social. Et ensuite, nous allons recruter aussi des jeunes fonctionnaires cette année par voie de concours. Et d'ailleurs, en rapport avec le ministère de l'économie et des finances, le ministère délégué au budget, au mois d'avril, là, nous allons organiser les examens professionnels de l'éducation. Et au mois de mai, nous allons recruter
près de 2000 jeunes pour le compte de la santé en vue de renforcer le système de santé national suite Ebola. Mais sur la question, il faut préciser, parce qu'il y a des rumeurs qui courent que la fonction publique va organiser récemment et très prochainement un concours de recrutement. Est-ce que c'est seulement au niveau de la santé ou bien c'est de façon générale? Mais on ne peut pas recruter, organiser de façon globale en un temps et en même lieu cette série de concours. Nous allons par étapes. Au mois de mai, ça sera la santé. Et pendant les vacances, l'éducation aussi connaîtra son tour. Et jusqu'à la fin de l'année, nous allons planifier, programmer la série de concours de recrutement pour rajeunir un peu notre administration publique. D'où le projet de rajeunissement et de féminisation de l'administration publique qui va être amplifié, consolidé. Monsieur le ministre, votre dernier mot? Bon, le dernier mot, je voudrais inviter d'abord les fonctionnaires, les chefs de service et toutes les autorités qui ont, n'est-ce pas, le pouvoir de nomination, de briser la résistance au changement. L'un des indicateurs vérifiables de cette résistance au changement, c'est que depuis 3 ans, 4 ans, 1 an, 2 ans, des fonctionnaires mis en position de retraite, ils sont retraités, mais la plupart d'entre eux continuent encore à exercer leurs activités. Ils sont conseillers dans les ministères, ils sont directeurs nationaux, directeurs préfectoraux, chefs de service, un peu partout. C'est une aberration. Un fonctionnaire qui est retraité, qui ne reçoit plus de salaire, mais qu'on continue à garder en activité. C'est quelle aberration? C'est quelle administration? Alors je voudrais donc inviter... Est-ce que c'est pas parce que la retraite n'est pas préparée? Parce qu'il se trouve que... Oui, justement, d'où la création de l'INAMO, de la Caisse de prévoyance sociale, pour justement éviter ce genre de choses. Mais en attendant, il faut que le monsieur travaille là. Non, on ne peut pas le garder indéfiniment. On a besoin des jeunes. Mais la famille doit manger. Mais comment on peut continuer à utiliser quelqu'un à un poste de travail alors qu'il n'est pas payé officiellement, il ne reçoit pas? Comment il est rémunéré? Mais s'il se plaît dans ça, il est à la retraite? Non, on ne peut pas, c'est incompatible. C'est incompatible à l'éthique de service public. Alors donc c'est cet appel que je voudrais lancer, notamment à l'ensemble des chefs de département, à l'ensemble des gouverneurs de région, à l'ensemble des préfets, pour les inviter à cesser, à arrêter de faire travailler tous les fonctionnaires en position de retraite. Ils n'en ont plus le droit et ils doivent se reposer. En attendant, la fonction publique va préparer aussi la retraite. Absolument. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous disons grand merci au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, M. Sékou Kourouma. Merci d'être avec nous dans cette émission. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Et puis merci également à M. Amara Kamara. Il est le coordinateur général du PREMA. Je crois que ce n'est pas la dernière fois que nous allons nous retrouver dans cette émission pour parler de réformes. Très prochainement, on se reverra. Mesdames, Messieurs et mes téléspectateurs, merci, c'est la fin de cette émission. À très bientôt.